À 62 ans, je ne m'attendais pas à ce qu'un simple regard d'Edouard, mon mari, fasse trembler les fondations d'une vie bâtie sur ses règles implacables. Je m'appelle Marissa, et depuis 51 ans, je vis dans l'ombre de sa volonté. Notre maison, une forteresse d'ordre dans le nord de l'État de New York, est un lieu où j'ai enfoui mes rêves sous une vie de précision. Jusqu'à ce matin, où il m'a regardé par-dessus sa tasse de café, ses yeux gris perçants, et m'a offert quelque chose d'impensable, la liberté absolue. Mon cœur battait la chamade tandis que nous roulions vers une maison de campagne isolée, loin de tout ce qui m'était familier, où des inconnus nous attendaient, silencieux et impatients. Que entendait Edouard par « liberté » ? Pourquoi cela ressemblait-il à une épreuve que je n'étais pas sûre de pouvoir passer ? Parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé d'une manière que je n'avais jamais vu venir. Imaginez une simple Marguerite se faufilant dans une fissure d'un trottoir en béton, défiant le poids du monde qui la surplombe. C'est ainsi que je me vois parfois, à 62 ans, après une vie si soigneusement pavée. Je suis mariée depuis 5 décennies à Edouard, qui a maintenant 60 ans. Notre maison, dans le nord de l'État de New York, avec sa pelouse impeccable et ses murs beiges, est le miroir de son âme. Chaque brin d'herbe, chaque geste, est maîtrisé et précis. Edouard a toujours été l'architecte de nos journées, exigeant l'ordre comme une loi silencieuse et inébranlable. La maison doit être impeccable, nos emplois du temps gravés dans la pierre. Même la façon dont je plie le linge, les coins de chaque drap ou dont je dresse la table, avec des fourchettes parfaitement alignées, doit passer son inspection. Je me souviens d'un matin, il y a des années, où j'avais laissé une tasse de café sur le comptoir, juste un instant. Sa voix brisa le silence, sèche mais étrangement calme, comme si ce petit acte de chaos était une trahison personnelle. « Marissa, tu sais que c'est mieux ainsi, » dit-il, les yeux plissés, comme si j'avais brisé un code sacré. J'ai essuyé le plan de travail, mes mains se déplaçant en pilote automatique, tandis que quelque chose en moi vacillait, une petite question tacite. J'ai toujours obéi, non pas par peur, mais parce que c'était plus facile. L'habitude, je suppose, et un désir de paix m'ont permis de rester dans le droit chemin. J'ai lissé chaque aspérité de mon être pour m'adapter à son plan. Mais sous cette surface, il y avait une inquiétude, un murmure de curiosité quant à ce que la vie pourrait être sans ses règles. Je n'ai jamais agi en conséquence, jamais. Quelques jours se sont écoulés depuis ce moment fugace de doute qui s'est emparé de moi, mais rien n'aurait pu me préparer à ce matin. Je suis assise à notre table à manger en chêne poli, un meuble qu'Edouard avait choisi il y a des décennies pour sa présence robuste et inflexible. La lumière du matin filtre à travers la fenêtre, projetant de longues traînées dorées sur le bois, chaque petite rayure et imperfection que j'ai essayé d'effacer au fil des ans. Edouard est assis en face de moi, les mains serrées autour d'une tasse fumante de café noir sans sucre, sans crème, comme il l'a toujours pris. Son visage est indéchiffrable, un masque de calme que j'ai passé ma vie à essayer de déchiffrer. Je le regarde prendre une lente gorgée, ses yeux gris se levant pour croiser les miens par-dessus le bord de la tasse, et quelque chose dans ce regard me serre l'estomac. « Et si je te donnais une liberté absolue » dit-il soudain, d'une voix basse et posée, chaque mot suspendu dans l'air comme un poids. Il me regarde, immobile. Je laisse échapper un rire nerveux, cassant, même à mes propres oreilles, mes doigts tordant et détordant le tissu de ma serviette tandis que je scrute son visage à la recherche d'une pointe d'humour, un signe que c'est un geste étrange. Mais il n'y a rien. Son expression reste figée. « Je suis sérieux, Marissa » poursuit-il. Il pose la tasse avec un léger tintement. « Je veux voir la limite. La tienne et la mienne. » Un frisson me parcourt, lent et glacial, s'installant au plus profond de moi. Je ne sais pas quoi dire. Le silence s'étend entre nous, lourd et suffocant, et je ne peux détacher mon regard de ses yeux gris. Assise là, encore ébranlée par les paroles énigmatiques d'Edouard à la table à manger, je ne peux me débarrasser du malaise qui m'a envahi. Quelques heures plus tard, nous sommes en voiture, embarquant pour un trajet de 3 heures vers les Catskills, une étendue de campagne reculée, loin de l'ordre familier de notre foyer du nord de l'État. Les routes serpentent comme un ruban, étroites et imprévisibles, bordées d'arbres aux teintes flamboyantes pourpre profond, orange brûlant, et or scintillant dans la lumière déclinante. Je regarde par la fenêtre, fasciné par les couleurs, mais le silence dans la voiture est assourdissant. Edouard conduit avec sa précision habituelle, les mains fermement posées sur le volant, le regard fixé devant lui, comme si rien d'inhabituel ne nous séparait. J'ai envie de lui demander davantage, d'exiger des éclaircissements sur ce qu'il a voulu dire tout à l'heure, mais ma gorge se serre, et les mots ne viennent pas.
Au lieu de cela, je m'agrippe au bord de mon siège, enfoncé dans le cuir, tandis que les kilomètres défilent. Nous arrivons enfin à une immense maison de campagne, une structure à 2 étages en pierre patinée qui se dresse contre le ciel qui s'assombrit. Sa large terrasse surplombe une vallée brumeuse, et l'isolement du lieu me frappe comme un vent froid. C'est trop grandiose, trop isolé pour ce que je croyais être une simple escapade. Les jambes lourdes, je sors de la voiture, le gravier crissant sous mes pieds, et c'est là que je les vois, 10 hommes debout sur la terrasse, âgés de 40 à 60 ans. Ils sont vêtus de manière décontractée, chemise en flanelle et jeans usés, mais il y a une certaine attente, une intensité tranquille dans leur attitude. Je ne reconnais aucun visage. Edward fait un geste de la main vers eux. Des connaissances, les appelle-t-il, d'un ton aussi neutre que d'habitude. Leur regard me scrute, rapide et scrutateur, et je me sens exposé, comme un spécimen sous verre. Mon estomac se noue, une boule d'effroi se forme, tandis que je jette un coup d'œil à Edward en quête de réconfort, mais son visage reste impassible, ne trahissant rien. Il me conduit à l'intérieur, la main posée sur mon dos. Je suis debout dans le salon de cette maison de campagne inconnue. L'air est chargé d'une tension que je ne parviens pas à nommer. L'espace est vaste, avec de hauts plafonds et des poutres en bois sombre, mais il est étouffant, comme si les murs me pressaient. Edward est dans un coin, sa présence une ombre pesante, même dans la faible lumière qui filtre à travers les rideaux. Son regard est posé sur moi, fixe et inflexible, et j'encense le poids comme une main sur mon épaule dont je ne peux me débarrasser. Dehors, sur la terrasse, j'entends le murmure sourd de ces hommes, des inconnus dont je ne parviens pas à identifier les visages, dont je ne parviens pas à déchiffrer les intentions. Leurs voix sont un bourdonnement lointain, mais chaque son me fait frissonner, me rappelant combien je suis loin du monde sûr et ordonné que j'ai toujours connu. Mon esprit est une tempête tourbillonnante de pensées enfouies depuis des décennies, 51 ans de loyauté envers Edward, 51 ans à me plier à sa volonté, à me façonner selon le modèle qu'il a créé pour moi. Je pense à toutes les fois où j'ai ravalé mes propres désirs, les laissant se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Je me souviens avoir voulu suivre un cours de peinture à 30 ans, un petit rêve de couleur et de création. Edward l'a balayé d'un revers de la main, nous avons des engagements, Marissa, avait-il dit, d'un ton définitif. J'ai hoché la tête, chassant ce désir. Mais il ne m'a jamais quitté, pas vraiment. C'était là, une douleur sourde, une question que je n'ai jamais osé exprimer, que serais-je sans ces règles? Que choisirais-je si je le pouvais? Je jette un coup d'œil à Edward, cherchant quelque chose sur son visage, jalousie, colère, n'importe quoi pour me dire qui il est. Mais je ne peux rien saisir, juste une expression étrange et détachée, une curiosité dans ses yeux gris, comme s'il observait une expérience se dérouler. Mes mains tremblent, mon corps est tendu, et je serre les poings pour me stabiliser. Je pourrais dire non. Je pourrais faire demi-tour, sortir, remonter dans la voiture et nous ramener directement à notre vie prévisible dans le nord de l'État de New York. Je me tiens ici, dans cette pièce caverneuse de la maison de campagne, le cœur battant si fort que je le sens dans ma gorge. La décision est prise, même si je n'arrive pas à y croire. C'est comme si j'étais ailleurs, observant tout cela se dérouler comme une étrangère. La porte s'ouvre, et le premier homme entre, une grande silhouette se dessinant dans la pénombre. Ses mains sont rugueuses, calleuses, comme si elles avaient travaillé la terre pendant des années, et son attitude est calme, presque respectueuse. Je le laisse approcher. Mon souffle est court, mon esprit flotte quelque part au-dessus de moi. Ce n'est pas de la peur, pas exactement, mais un étrange engourdissement, comme si j'avais franchi un seuil que je ne peux défranchir. Un par un, ils entrent 10 hommes au total, chacun portant une présence distincte qui emplit la pièce à sa manière. Certains restent sur le seuil, le regard perçant d'incertitude, tandis que d'autres entrent avec une assurance qui fait picoter ma peau. Je remarque les détails, la façon dont le regard d'un homme s'attarde trop longtemps, lourd de pensées inexprimées, ou la façon dont les bottes d'un autre raclent le sol, trahissant un frottement nerveux. Le parquet grince sous leur poids, chaque son comme une note aiguë dans le silence. Une brise fraîche s'infiltre par la fenêtre ouverte, effleurant ma peau comme un murmure, et le silence entre nous est tangible, épais, ininterrompu. C'est une sorte de danse, un rythme silencieux de choix et d'abandon, où les mots sont inutiles, voire interdits. Je jette un coup d'œil furtif à Edward dans un coin, sa silhouette immobile, son visage tel un masque impénétrable de calme. Il ne bronche pas, ne réagit pas une seule fois. Ses yeux gris m'observent avec cette même curiosité détachée que je redoute, et cela me trouble au plus profond de moi, et pourtant, d'une manière tordue, moi aussi.
Son immobilité est comme une permission, comme un défi à aller plus loin, à tester les limites qu'il a tracées autour de nous depuis 50 ans. Je suis prise dans une tempête d'émotions. La honte s'insinue, amère, et souille mes pensées. Mais il y a aussi de l'euphorie, un sentiment sauvage de libération que je ne parviens pas à saisir pleinement. Je suis assise au bord d'un vieux fauteuil patiné dans cette maison de campagne. Le tissu est rugueux contre ma peau. Mes pensées sont embrouillées après tout ce qui s'est déroulé. Mes mains tremblent encore, même si j'essaie de le cacher en les serrant fermement sur mes genoux. Je suis à vif, exposée comme une plaie ouverte, comme si l'air autour de moi pouvait piquer. La pièce est silencieuse maintenant, les échos des moments passés se fondant dans un lourd silence. Je ne peux me résoudre à regarder le coin où se tenait Édouard, observant tout cela avec cet air illisible, un mélange d'émotions que je n'arrive pas à démêler du regret, peut-être, ou quelque chose de plus proche du soulagement, bien que je ne sache pas pourquoi. J'entends ses pas avant de le voir, lent et posé, chacun un battement mesuré sur le parquet. Je ne lève pas la tête, pas encore, trop perdu dans la tempête intérieure. Édouard s'approche, sa présence pesant comme un poids familier, et je le sens s'arrêter juste derrière moi. Un léger bruissement se fait entendre, puis la chaleur d'une couverture drapée sur mes épaules. C'est doux, presque respectueux, comme s'il craignait que je m'effondre sous son contact. Ce geste me prend au dépourvu, une tendresse à laquelle je ne m'attendais pas après l'intensité de ce qui vient de se passer. Mon souffle s'accélère, et je lève enfin les yeux, croisant ces yeux gris qui ont toujours semblé me transpercer. Il se penche, suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur de son souffle contre mon oreille. Un silence me fait frissonner. Maintenant, je sais ce qu'est la liberté, murmure-t-il, d'une voix basse, d'une profondeur que j'ai rarement entendue. Et je sais que tu es à moi, même après tout ça. Ces mots s'enfoncent en moi comme des pierres, lourds d'un sens que je ne parviens pas à saisir pleinement. Il y a de la possession en eux, une affirmation à la fois réconfortante et contraignante. Mais il y a aussi autre chose, une étrange acceptation, comme s'il avait vu une part de moi que j'avais cachée et choisi de l'accepter. Un soulagement m'envahit, frais et fugace, mais je ne sais pas comment l'interpréter.